tous. Donc, bienvenue dans ce nouveau séminaire organisé par l'IRT Systemix. Alors aujourd'hui, on a la joie de recevoir Marilyn Laurent. Donc Marilyn Laurent qui est professeure à Télécom Paris Sud. Sud-Paris. Sud-Paris, pardon. Ah oui, c'est toute la subtilité là. Et faut pas me demander. Qui est aussi professeur à l'école des mines, c'est ça, de Paris? Non. Non. Non, ça c'est faux. Bon, bah, j'ai reçu la mauvaise info. Non, on peut pas avoir triple casquette. Non, c'est pas possible. En fait, je suis de Télécom Sud-Paris, qui est une école d'ingénieurs qui fait partie de l'Institut Mines Télécom, qui recouvre à la fois les écoles de télécom et les écoles des mines. Voilà l'histoire. Okay. Et on fait partie aussi de l'Université Paris-Saclay. Donc, nous avons l'école doctorale, STIC en particulier, qui nous est chère. Et donc, Marilyn Laurent est aussi responsable de l'équipe R3S au sein du CNRS. Oui, c'est ça. Donc, il travaille sur les thématiques de la sécurité et de la préservation de la vie privée. Et au-delà de ça aussi, sur les réseaux, dans les réseaux, voilà. Systèmes, services. En fait, c'est une équipe qui couvre pas mal de champs. Donc, mais moi, voilà, je suis plus sur les aspects sécurité. Donc la sécurité et la préservation de la vie privée donc, est un de vos axes de recherche forts. Oui. Et donc à ce titre, vous venez nous présenter vos réflexions sur le sujet, donc en faisant un peu plus le focus sur la sécurité, la délégation de... Alors c'est pas forcément un thème que je vais beaucoup aborder en fait. C'est vrai que je vais vraiment me focaliser sur les problématiques de protocole, des problématiques de distribution de charges. Ceci dit, s'il y avait des questions, je pourrais y répondre. En fait, c'est des travaux qui sont vraiment en cours et j'aurais aimé présenter quelques résultats là-dessus, mais bon, c'est pas encore publié, donc... Je me suis dit que j'avais déjà pas mal occupé de temps à présenter les différents thèmes. Donc, Bon, bah, je vais vous laisser la parole. Oui. Avant, je vais quand même préciser que les questions, on les laisse pour la fin. Il y aura un café là-bas à gauche. Et on pourra continuer les discussions, si vous voulez bien, par la suite. Donc, je vous laisse la parole. Merci. Et donc, par ailleurs, en fait, par ailleurs aussi, nous avons une chaire à l'Institut Mines Télécom dont je parlerai un peu plus en détail tout à l'heure et qui porte sur les valeurs et politiques des informations personnelles. Donc, c'est une chaire qui a comme originalité d'être multidisciplinaire, c'est-à-dire qu'on traite... alors moi, j'ai pas les quatre casquettes, à savoir la discipline juridique, la discipline économique, la discipline philosophique. Donc bien sûr, on ne peut pas avoir toutes ces casquettes-là en même temps, ça c'est évident. Mais ceci dit, donc c'est une chaire qui repose en fait sur 4 enseignants-chercheurs de l'Institut Mines Télécom, qui ont chacun leur discipline bien marquée. Et ce qu'on fait dans ce travail de chaire, c'est qu'on essaie de... vous savez, c'est comme une sorte d'infusion, c'est-à-dire qu'on baigne dans ce milieu-là et puis petit à petit, on commence à comprendre un peu quels sont les enjeux des autres disciplines et on commence à comprendre aussi leur vocabulaire et à voir ce qu'on peut finalement faire ensemble. Donc il y a des choses, par exemple sur l'éthique, c'est vrai qu'ils ne me traversaient peut-être pas l'esprit au départ et puis après je me suis dit, c'est vrai qu'ils ont raison, quoi, c'est pas la bonne direction à prendre. Enfin, il y a des petites choses comme ça qui finissent par être intégré, ça prend énormément de temps. Je ne sais pas si vous vous intéressez au côté multidisciplinaire, ça prend énormément de temps. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est très, très enrichissant. Et donc vraiment, je vous incite à faire ça. On ne peut pas faire que ça, mais c'est un volet très intéressant. Alors, pour aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de commencer par vous faire une distinction, parce que c'est assez compliqué en fait, je trouve personnellement, de réussir à identifier clairement ce qui relève de la sécurité et ce qui relève de la vie privée. Donc j'ai essayé de faire cet exercice, donc je vous ferai la synthèse par la suite. Ensuite, je vais vous présenter un panorama des différentes activités de recherche qu'on a, et plus particulièrement sur l'Internet des objets. Et enfin, on m'avait demandé de faire un focus sur la méthodologie. Donc, je me suis également appliquée à essayer de vous faire une synthèse des différentes méthodes
qu'on peut être amené à utiliser sur en particulier les protocoles. Et donc je vous la présenterai à la fin. Alors, quelques chiffres, juste pour cadrer l'Internet des objets, puisque je me suis dit que c'est quand même une présentation Internet des objets. Donc vous êtes peut-être au courant, mais en tout cas, c'est un marché qui est en très forte croissance. Donc j'ai tiré ces chiffres de l'IDC de 2014, un marché donc en forte croissance de approximativement 17% d'évolution par an d'ici 2020, avec en 2020 un marché qui est estimé à 1700 milliards de dollars. 1,7 million d'objets qui sont prévus pour être connectés, pareil, à la même échéance, 2020. Et puis, au-delà de ça, au-delà de ces objets connectés sont générateurs d'un certain nombre de données personnelles. Alors, les chiffres que je mentionne ne sont pas spécifiques à l'Internet des objets, mais ceci dit, ils me paraissent intéressants, c'est-à-dire que ce marché-là, donc c'est-à-dire que vos données personnelles, qu'elles soient utilisées avec votre consentement ou sans votre consentement, eh bien, le marché au niveau européen, donc tous les citoyens européens vont générer donc des données personnelles dont la valeur est estimée à 1 000 milliards d'euros d'ici 2020. Donc c'est encore des chiffres assez percutants qui nous démontrent bien que ce domaine est en pleine effervescence et que le train est en marche. Alors, comme je vous l'avais promis, donc la distinction sécurité-vie privée. Alors, j'ai deux transparents là-dessus. Le premier, c'est pour vous montrer les problématiques qui sont différentes. Donc, ça répond à des menaces différentes. Donc, quand je vous dis des menaces, par exemple en sécurité, on a l'habitude de parler de l'usurpation d'identité. D'accord ? On a l'habitude de vous parler aussi de clonage. On peut vouloir cloner des objets, essayer de cloner des cartes à puce. Donc, bien sûr, il y a des difficultés, mais c'est les orientations qui sont choisies. On va vouloir altérer les données, réaliser un déni de service sur une infrastructure. Donc tout ça, ça relève de la sécurité des systèmes d'information au sens large. Et puis, nous avons la vie privée, et là, le vocabulaire est différent. C'est-à-dire, on va vouloir identifier des entités communicantes. Est-ce que l'identité... donc un identifiant, par exemple, d'un objet, est-ce que c'est quelque chose de critique ou pas? D'accord. Donc là, parfois, dans certaines solutions, on va vouloir préserver l'identité. La traçabilité des entités aussi. Donc là, c'est un petit peu différent comme approche, dans le sens où, même si on ne sait pas qui se trouve derrière cet identifiant numérique, eh bien, ça peut être intéressant de savoir qu'un peu plus tard, il revient. C'est-à-dire qu'on va pouvoir le tracer d'une session à une autre, par exemple. D'accord. Donc, ce sont aussi donc deux notions qui relèvent de la vie privée. Et donc, forcément, qui dit des modèles de menaces différents, dit forcément des propriétés qu'on souhaite atteindre différentes. Pour la sécurité, on parle très classiquement de confidentialité, d'intégrité des données, d'authenticité, de disponibilité. Et à côté de ça, pour la vie privée, on va parler plus d'anonymat. On va parler de non-traçabilité. Voire de... Alors, j'ai traduit le terme en français, donc je ne sais pas si c'est forcément très pertinent, mais la non-associabilité, c'est la traduction qu'on pourrait faire de unlinkability. Unlinkability, c'est vraiment quelque chose qui est beaucoup utilisé dans la terminologie pour la vie privée. Donc, unlinkability, c'est quelque chose de très large qui dit qu'on ne peut pas relier deux éléments d'information entre eux. Donc, quand je vous dis deux éléments d'information, ça peut être une personne avec un identifiant utilisé, d'accord, donc un objet et son identifiant, par exemple. Mais ça peut être aussi, on veut pouvoir éviter d'associer, si vous voulez, deux sessions entre elles. Donc là, ça revient à la notion de non-traçabilité. D'accord, on ne veut pas tracer un utilisateur dans ses déplacements, par exemple. On ne veut pas savoir que cette session relève de la même entité. Et on parle aussi de undistinguishability. Donc ça, c'est très lié, si vous voulez, ce sont des modèles, quelque part, qui sont fournis quand, par exemple, on veut prouver qu'un protocole est résistant à une certaine attaque. Si vous voulez, on va définir un jeu. Donc j'en reparlerai tout à l'heure aussi. Et dans ce jeu, on va vouloir prouver l'indistinguabilité.
D'accord ? Dans un jeu, par exemple, par exemple, j'analyse par exemple différentes sessions. Je suis capable dans ce jeu en fait, l'objectif de ce jeu, ça va être, je vais être incapable de pouvoir décider, vous voyez, donc de pouvoir décider quel est l'objet qui est en cours de communication. Donc à la fin, on arrive à un problème. On va pouvoir distinguer une session qui provient d'un objet, d'une autre session, enfin d'un objet particulier. Je ne vais pas pouvoir faire cette distinction. Enfin, j'y reviendrai tout à l'heure, hein, puisque j'ai un exemple justement qui porte là-dessus. Et puis enfin, deuxième transparent là-dessus, c'est un périmètre carrément différent. On voit hein, en sécurité traditionnelle, on a un objectif, donc c'est la cible. Donc ça relève plus de des critères communs, ce qu'on appelle les critères ITSEC, où on va définir une cible de sécurité. Et donc cette cible peut être un serveur, un réseau, des données sensibles. Et donc on va définir un périmètre extrêmement précis et on va vouloir s'assurer que, que cette cible n'est pas attaquable. C'est-à-dire qu'elle offre une résistance. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre en défaut cette cible de sécurité. D'accord ? Donc à côté de ça, on a la protection des données personnelles dans un système d'information où là, l'objectif, c'est d'éviter la fuite d'informations. Donc on voit déjà que l'objectif, il est beaucoup plus, un peu plus flou. C'est-à-dire, d'accord, on veut éviter des fuites d'informations qui ne soient pas maîtrisées. Donc c'est quelque chose d'assez compliqué à faire. D'accord ? Donc après, moi, ce que je fais, c'est une distinction entre les données fonctionnelles. D'accord ? Donc les données fonctionnelles, elles sont clairement définies. Ce sont les données qui sont utiles à un prestataire de service pour rendre un service particulier. Donc ça, c'est dans le contrat, si vous voulez, qui vous lie à un prestataire de service, quelque chose qui va être assez évident à définir. Et à côté de ça, on a tout un panel de données, ce qu'on peut appeler les données périphériques. Ce sont des données qui vont être capturées ou bien déduites et qui ne sont pas utiles au rendu du service. Donc c'est tout le nuage rouge que j'ai représenté tout autour. Et ça c'est extrêmement difficile d'identifier chacune de ces données, de savoir qu'est-ce qui a été récupéré sur ma session. Donc là, on voit que les systèmes d'information font fuiter énormément de données périphériques dont on n'a pas conscience en tant qu'utilisateur. Donc là, à la différence de la sécurité des systèmes d'information, vous voyez que le périmètre est extrêmement diffus et la protection à assurer est finalement sans limite, puisque n'importe quelle donnée peut servir en tant que donnée périphérique. Donc vous voyez, le périmètre est très 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 large et c'est là où se trouve vraiment la difficulté. C'est-à-dire que si on veut faire de la vie privée, on a obligation de mettre en place des solutions de sécurité. Mais c'est une condition nécessaire, mais absolument pas suffisante. D'accord ? Donc il faut vraiment avoir ça à l'esprit. Donc ensuite, je vais vous présenter donc, les différentes activités de recherche qu'on peut mener. Et d'une façon générale, donc, nous, on s'attache à concevoir des mécanismes. Donc, ce sont des protocoles ou bien des fonctions qui permettent de répondre aux besoins de protéger des données personnelles et aux besoins de sécurité. D'accord ? Ce qu'on fait également, c'est qu'on regarde ces différentes fonctions, comment elles peuvent être réalisées dans des environnements extrêmement contraints. Donc ça peut être des environnements de type des objets. En tout cas, à chaque fois, on essaie d'optimiser les ressources qui vont être consommées pour que ce soit applicable le plus largement possible sur différents environnements, donc comme l'Internet des objets, le cloud. Vous voyez, c'est assez large. Donc on se base sur des concepts mathématiques et cryptographiques et on s'intéresse à fournir différents niveaux de preuves. Alors, suivant les cas, il y a certaines méthodes qui vont s'appliquer, comme par exemple des preuves formelles. Des fois, on utilise aussi bien sûr des preuves de concept, d'accord, et puis pourquoi pas des preuves mathématiques. Donc tous ces travaux, la majeure partie de ces travaux prennent place dans un contexte qui est le contexte de cette chaire dont je vous parlais tout à l'heure.
Donc maintenant, ce que je vous présente sur ce transparent, ce sont les activités, les différents axes en fait, de travail, soit qui ont abouti à des résultats, soit qui sont en cours. Donc vous avez la gestion des identités numériques respectueuses de la vie privée. Donc là, ce sont des travaux en cours qui portent sur la certification anonyme. Alors qu'est-ce que c'est? C'est pouvoir prouver, c'est-à-dire émettre une preuve, soit une preuve d'identité, je suis bien une personne physique, ou bien une preuve d'attribut, j'ai bien plus de 18 ans, d'accord, et pouvoir le réaliser de façon anonyme. Donc bien sûr, on a toujours un tiers de confiance, mais ce tiers de confiance, il sert juste à initialiser le processus. D'accord. L'utilisateur récupère justement, si vous voulez, des preuves complètes qui proviennent de cette autorité de confiance. Et ce qu'il fait, c'est qu'il va pouvoir, de façon malléable, faire évoluer ces preuves pour les dégrader. En quelque sorte, on va les dégrader, c'est-à-dire on va supprimer certains attributs. Et ceci dit, la preuve, donc à base d'éléments cryptographiques, va pouvoir être vérifiée par un fournisseur de services vers lequel vous allez pousser ce genre de preuves d'attributs ou de preuves d'identité. Il va pouvoir les vérifier sur la base de quoi? Eh bien, sur la base que la preuve complète, la preuve originale, provient bien de l'autorité de départ. D'accord? Donc, c'est beaucoup basé sur des aspects cryptographiques. Et en particulier, on s'est intéressé à la cryptographie attribute-based, donc qui nous paraissait vraiment intéressant pour rendre ce type de fonctionnalité. Et puis nous avons également des travaux qui portent, donc ça c'est en cours, sur la modélisation de la propriété de uninkability. Comment mathématiquement la formuler, comment également pouvoir la mesurer, c'est-à-dire de façon concrète, comment on est capable d'émettre des éléments de mesure pour mesurer ce niveau de uninkability. D'accord. On a eu des travaux, donc ce sont des travaux qui sont terminés, sur les problématiques de stockage de données dans un cloud. Donc c'est pareil, c'est pas très très loin non plus des problématiques d'Internet des objets. Et en particulier, on s'est intéressé à la confidentialité des données, en s'intéressant aux méthodes qui s'appellent ID-based. Donc c'est la cryptographie ID-based et la cryptographie également attribute-based. Voilà. La disponibilité des données, donc ça relève plus des problématiques d'intégrité des données dans un cloud. Et donc là, on a utilisé des propriétés homomorphiques pour pouvoir agréger, si vous voulez, des preuves d'intégrité et pouvoir les accumuler et les fournir à un client qui souhaiterait vérifier que ces données sont bien correctement stockées dans le cloud. Et ce, bien sûr, de façon performante, un minimum d'échanges et également un certain nombre de propriétés pour éviter les rejeux, des choses comme ça, l'unforgeability, voilà. La sécurité et la vie privée dans l'Internet des objets. Donc ça, c'est ce dont je vais vous parler maintenant. Donc là, on s'est beaucoup intéressé aux solutions protocolaires, d'accord, et cryptographiques. Et pour ce faire, on s'est intéressé à la cryptographie en réseau qui s'appelle le NTRU. Donc ça, ce sont des travaux qui sont terminés. Et il y a des travaux en cours qui portent sur la définition de nouveaux outils qui s'appellent le signCryption, mais dont je vais donner des éléments un petit peu plus tard, et qui portent sur le KCDSA. Donc c'est une signature, enfin c'est un algorithme, voilà, de signCryption. Par ailleurs, des travaux viennent de démarrer sur les problématiques d'agrégation des données de façon collaborative et respectueuse de la vie privée. Donc c'est pareil, je vous en parlerai plus longuement. Alors, dans quels environnements se placent ces problèmes d'Internet des objets? Eh bien, ce sont des environnements d'Internet des objets au sens large, c'est-à-dire qu'on ne s'intéresse pas à un scénario particulier. Et il y en a d'autres, ceci dit, qui ont des contraintes spécifiques auxquelles on s'intéresse, comme le transport de containers. Donc, je vais vous dire quelle est la caractéristique derrière qui fait qu'on distingue ce scénario-là. Et on a également des problématiques qui sont liées à des jeux. Donc des jeux, c'est
c'est pas des jeux au sens théorique. Là, ce sont des jeux véritablement, comment dire, des jeux électroniques qui font appel à un plateau avec un certain nombre d'objets qui sont interconnectés, comment dire, qui ont une connectique NFC et qui sont actifs. Voilà. Donc on s'intéresse à ce genre de choses et aux problématiques de sécurité derrière pour éviter, dans le cas des jeux, ça va peut-être vous faire sourire, mais pour éviter les triches. Et oui, on a donc besoin de sécurité un peu partout, aussi bien dans le militaire que dans les jeux, voilà, les jeux classiques. Alors, parmi les solutions protocolaires que je vais vous décrire, comme je vous le disais, hein, première contribution, c'est sur les protocoles d'authentification mutuelle. Donc, l'idée, c'est qu'on puisse réaliser une authentification entre deux entités, l'une des deux étant un objet à très forte contrainte, et l'autre étant typiquement un serveur. Donc l'idée, c'était de le rendre très léger et d'utiliser un cryptosystème de type NTRU. La deuxième contribution, c'est le contexte du transport de containers, où là, on s'intéresse à des solutions serverless. Donc pareil, je vais caractériser ce que j'entends par serverless par la suite. Le troisième, c'est le Signcryption. Donc ça, c'est un travail qui est très récent. Et l'agrégation de données, donc ça, c'est un travail qui démarre. Alors, vous voyez comment on travaille. En fait, par exemple, d'un côté, ce qu'on essaie d'optimiser, ce sont les ressources qui vont être consommées par un protocole. Donc on a toujours ça en tête. On s'intéresse donc à des objets de faible capacité. Donc là, je vous ai mis des exemples. Ça peut être du RFID, des capteurs derrière. Donc c'est pour vous donner une idée des contraintes fortes sur lesquelles on essaie d'apporter des solutions. Et l'idée, c'était de réaliser un protocole qui permette de faire de l'authentification, vous voyez, entre un tag, donc très faible capacité, et de l'autre côté, un serveur, avec donc des capacités bien plus importantes, bien sûr. Et l'idée, c'était qu'ils s'authentifient l'un l'autre et que le tag réussisse à envoyer un volume de données, certes de faible volume, mais de façon chiffrée. Donc comment on a fait? C'est qu'on a pris le cryptosystème, donc c'est un cryptosystème à clé publique, donc pour ceux pour qui ça parle, en général ce sont des cryptosystèmes qui sont très très lourds. Et donc là, ce qu'on a fait, nous, ce que je trouve assez intéressant, c'est qu'on a réparti la charge de calcul entre, vous voyez, le tag et le serveur de façon astucieuse, de telle sorte que le tag, au final, réalise un chiffrement en faisant juste une addition. Ah, ça vous paraît super simple. C'était assez compliqué à mettre en place, mais tout repose vraiment sur ce cryptosystème NTRU qui consiste à faire un chiffrement en faisant, si vous voulez, un produit RH, une addition, le message. Et tout ça, c'est modulaire, bien entendu. Et l'idée, c'était que le RH, ce qui est le plus coûteux en termes de calcul, eh bien, soit précalculé, mis en place au niveau du tag. Et là où on a été, on va dire, assez... où c'était vraiment original, c'est que le RH, on ne voulait pas qu'il soit le même à chaque opération de chiffrement. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a réussi par des rotations, en fait, on a réussi à le faire évoluer au niveau du tag de façon très simple, avec des opérations de rotation simples. Et on a réussi comme ça à, vous voyez, à réinitialiser à chaque session un nouveau RH. Donc le R, en fait, c'est un nombre aléatoire. Le H, c'est la clé publique du serveur. Et ce qu'on a réalisé de cette façon-là, c'est qu'en mémorisant le RH, on faisait ici un chiffrement tout simple en faisant juste une addition du message. Voilà. Donc je ne vais pas forcément m'étendre beaucoup là-dessus, mais c'était l'une de nos contributions, sachant que l'intérêt vraiment de la cryptographie asymétrique dans un contexte d'Internet des objets, c'est le scalability. D'accord ? C'est vraiment le passage à l'échelle. Vous voyez ici, quel que soit le nombre de tags que j'ai, pour le serveur, eh bien, le serveur il va toujours réaliser la même opération de déchiffrement. D'accord ? Donc, c'est-à-dire qu'il ne fait aucune opération
personnalisé en fonction du tag qui essaie de le contacter. Ce qui veut dire que ça veut dire qu'il n'y aura pas, en tout cas au moment vous voyez, au moment où les deux vont interopérer, il n'y aura pas de recherche particulière dans une base de données qui peut être énorme, de recherche d'une entrée particulière pour communiquer avec un tag particulier. Donc c'est en ça qu'on gagne aussi en utilisant de la cryptographie asymétrique dans ce contexte-là. Donc là, je vous mets juste quelques mesures, mais on va pas s'attarder là-dessus. Typiquement, par exemple, un chiffrement classique NTRU, vous voyez, si l'objet, on n'avait pas fait ce précalcul RH préalable et on ne l'avait pas stocké au niveau du tag, eh bien, on pourrait faire que 2813 opérations par seconde avec un chiffrement classique NTRU. Et donc, avec notre chiffrement donc modifié, eh bien, on obtient un plus grand nombre d'opérations réalisables. Alors, bien sûr, on a voulu se comparer à d'autres cryptosystèmes, hein, comme l'AES. Et là, bien entendu, on n'a pas les mêmes conditions. Le cryptosystème AES, c'est du symétrique, avec des contraintes très fortes qu'il faut qu'une même clé, une clé symétrique soit partagée entre un tag et un serveur. On ne se passe pas du tout dans le même contexte. On n'a pas les mêmes propriétés. Et là, on voit clairement que l'AES est beaucoup plus performant, bien sûr, que le NTRU. Et on a voulu aussi se mesurer aux courbes elliptiques. Donc tout ça, c'est avec un même niveau de sécurité, puisque quand on fait des comparaisons, bien sûr, c'est toujours avec un même niveau de sécurité, c'est-à-dire un même niveau de résistance par rapport à des attaques potentielles sur un cryptosystème, voilà, soit NTRU, soit AES, soit courbe elliptique. Donc on voit ici qu'au niveau des courbes elliptiques, eh bien, le chiffrement NTRU est beaucoup plus léger. Vous voyez. Mais il est beaucoup moins connu. Que dire de plus? Donc on va passer à la deuxième contribution, c'est justement sur les serverless, donc les protocoles serverless. Alors en quoi ça consiste? Eh bien ce sont des objets, tous les objets en fait si vous voulez sont administrés par un serveur central. Alors rien de révolutionnaire là-dedans, hein. Sauf qu'à un moment donné, quand on va vouloir faire l'authentification d'un objet à un autre objet, eh bien le serveur central n'est plus joignable. C'est en ça que c'est serverless. Vous voyez ? Donc ils sont tous administrés par un même serveur, mais ils ne sont pas connectés au moment d'authentification. D'accord ? Les objets ont des ressources limitées. Donc c'est pareil, ça peut être un peu asymétrique. Il peut y avoir un PDA et puis un capteur, par exemple. Ça ne change pas grand-chose. La problématique, c'est le passage à l'échelle, puisqu'on peut avoir un très 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 grand nombre d'objets. Et comment on fait à ce moment-là pour garantir que n'importe quel couple d'objets va pouvoir interagir l'un l'autre. Donc quand je dis interagir, c'est s'authentifier mutuellement et créer un canal, c'est-à-dire établir une clé secrète. D'accord ? Donc le protocole, donc là je vous présente juste un des résultats, on en a un autre. Donc l'objectif, comme je vous dis, c'est en deux phases. Tout d'abord, on a une communication avec le serveur central qui initie un certain nombre d'éléments dans les objets. D'accord. En particulier, quand je vous parlais de Lightweight Initiator, c'est en fait typiquement un PDA. Donc si vous voulez, vous avez un container, il y a un capteur dessus. Ce capteur contient un certain nombre d'éléments d'information qui lui sont propres. Et vous avez un PDA, ça peut être les douanes, qui va venir, ils vont venir collecter les données de chacun des capteurs, de chacun des containers. Et donc ce que fait la douane, c'est qu'elle va initialiser son PDA, d'accord, c'est-à-dire qu'elle va contacter le serveur, lui demander la liste, par exemple, de tous les capteurs qui se trouvent dans les environs, et on va essayer de faire ça de façon optimisée, hein. Il y a toujours ça derrière, hein. Et l'idée, c'est qu'il obtienne ainsi des autorisations et des droits d'accès à chacun des capteurs mentionnés. D'accord ? Donc, il va y avoir. Ainsi, il va récupérer des droits et les droits vont ensuite être vérifiés par le container, le capteur sur le container, qui va ensuite lui donner accès aux éléments auxquels il a droit. L'objectif, une fois que cette phase 1 est terminée, la phase 2, c'est que cette fois-ci, le PDA
rentre en communication avec le capteur. Donc là, authentification mutuelle, qu'on veut la plus légère possible, et établissement d'une clé. Et tout ça, ça se base sur de la cryptographie symétrique, pour le coup. D'accord. Alors, ce qu'on a fait pour ce travail-là, c'est qu'on a utilisé Avispa, donc on a fait de la vérification formelle, avec un modèle formel. Donc ça, je vais revenir aussi. Et puis, on a aussi fait une analyse à la main, donc je y reviendrai aussi tout à l'heure, avec des jeux. Voilà. Donc, assez brièvement, vous voyez, vous avez le serveur central, il définit des fenêtres temporelles, des fenêtres qui, en quelque sorte, va spécifier la durée de validité d'un jeton, puisqu'en fait, le PDA va récupérer un jeton qui va lui permettre d'accéder au capteur. Alors, donc, vous avez la date de début, la date de fin. Et ceci dit, les capteurs n'ont pas forcément d'horloge. Hein. D'accord ? Donc, c'est aussi un autre point qu'on a pris en compte. Donc, vous voyez, à chaque fois, alors on utilise des fonctions de type HMAC. Donc, en fait, ce sont des fonctions de hachage dans lesquelles on va introduire une clé. Donc, ce sont des clés symétriques à chaque fois. Donc, on peut faire dépendre le traitement d'une fonction de hachage d'une clé secrète. Et on va faire un chiffrement comme ça. Et ce que va faire le serveur central, c'est qu'il va fournir la liste des identifiants des capteurs. Et il va également fournir les règles d'autorisation. C'est ce fameux AR. Et tous ces éléments sont poussés de façon sécurisée vers le PDA. Et ces éléments-là, dans la phase 2, vont permettre au PDA, vous voyez, sans intervention du serveur, vont lui permettre de rentrer en communication avec un capteur d'un container. Alors cette technique, au début, quand l'étudiant m'a présenté, on l'a pas mal retravaillé après, mais en tout cas, quand il me l'a présenté, je lui ai dit, mais ça, c'est comme un protocole zero knowledge, mais pour du symétrique. C'est-à-dire qu'on a un serveur, il produit un certain nombre d'éléments. Là, le capteur ne va jamais dévoiler un secret. Non, il le garde, mais par contre, il va prouver qu'il le connaît. Et lui, grâce aux éléments fournis par le serveur, il va vérifier qu'effectivement, le secret qui doit être détenu par ce capteur, eh bien, effectivement, il l'est. Donc, quand je vous dis que c'est un protocole de zero knowledge, c'est la même philosophie. Les zero knowledge, d'habitude, c'est basé sur de la cryptographie asymétrique. Mais pour le coup, ici, c'est avec de la cryptographie symétrique. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Mais vous voyez, grosso modo, il n'y a que des fonctions de hachage. Du hachage avec qui utilisent dans leur traitement des secrets, des identifiants. Enfin, en tout cas, on utilise ces fonctions, ce qu'on appelle les fonctions HMAC. Alors là, on les utilise plein pot. D'accord ? Et à côté de ça, donc, on a un travail qui est mené avec le CEA, qui porte sur le sign-cryption. Alors, qu'est-ce qu'un sign-cryption ? Je suis sûre que beaucoup d'entre vous ne savent pas ce que c'est, et pourtant, ça peut avoir un vrai intérêt si vous vous intéressez à l'Internet des objets et que vous voulez chiffrer et signer des informations. En fait, c'est un schéma qui réalise simultanément chiffrement et signature, et ce, de façon performante. Alors, pourquoi ? Parce que d'habitude, on fait un chiffrement, et après, c'est un autre mécanisme qui signe. Et là, ce qu'on fait, si vous voulez, c'est qu'on va mutualiser un certain nombre d'éléments, un certain nombre de traitements pour les deux, chiffrement et signature. Et ça va être beaucoup plus performant que si on scindait tout simplement les deux avec deux mécanismes totalement séparés. Alors, on s'est intéressé aux courbes elliptiques, pour le coup, et on est parti du sign-cryption KCDSA. Donc, c'est si vous voulez, un cryptosystème, un algorithme qui est extrêmement léger, d'accord, qui a cette propriété de légèreté, qui est vérifié mathématiquement aussi, comme étant sûr. Et donc, on est reparti de là, on l'a fait évoluer, et du coup, on est reparti aussi de la preuve mathématique, et on a dit...
Et par un raisonnement, que je vous montrerai aussi à la fin, on a abouti à la preuve aussi mathématique que le nouveau sign-encryption qu'on avait conçu était de la même façon prouvé mathématiquement. Alors pour ça, on se base sur un modèle random oracle. J'essaierai de vous en dire 2 mots. Alors je ne suis pas une spécialiste non plus, je ne suis pas une spécialiste des preuves mathématiques, donc comptez pas sur moi pour... D'accord. Ce que je vais vous montrer, c'est intuitivement comment ça fonctionne et quel est le mécanisme derrière. En tout cas, la façon de penser pour chacune des méthodes que j'ai pu souligner jusque-là. Donc vous voyez ici pour chiffrer, et ici donc le déchiffrement. Enfin, quand je dis chiffrement, c'est chiffrement et signature. Donc vous voyez par exemple ici, on calcule un secret, ce secret sert au chiffrement. Donc c'est tout simplement le résultat du chiffré du message M. Et puis ensuite, la signature. La signature c'est S, mais en même temps, S, R et C sont tous interdépendants. Donc en fait, le résultat du chiffré et de la signature, c'est ce triplé RSC. Alors c'est vrai que c'est pas habituel. D'habitude, on dit ça c'est le chiffré, ça c'est la signature. On a 2 morceaux et ça suffit. Là, c'est pas du tout la même philosophie. D'accord ? Donc la réception de RSC va faire que le récepteur va calculer la clé secrète. Enfin, il va calculer un élément K qui va servir à générer sa clé secrète et donc à déchiffrer le message M. Et ensuite, il faudra vérifier, donc ça on vérifie quelque part que les éléments reçus sont bien intègres et authentiques en vérifiant cette égalité-là. Donc voilà comment ça va se passer. Donc on a fait un certain nombre aussi de comparatifs avec d'autres. Qu'est-ce qui paraît intéressant ? En général, ce qu'on mesure, c'est le coût en communication, c'est-à-dire est-ce qu'il y a beaucoup d'éléments d'information à envoyer sur le lien radio ou pas. Donc on se compare. Donc là, c'est typiquement. Donc nous, on intervient sur les 2 dernières lignes. Ce qu'on fait également, c'est qu'on mesure, puisqu'il s'agit de calculs à base de courbes elliptiques, on mesure... Vous voyez la multiplication par un scalaire, on mesure donc différentes opérations classiquement effectuées dans un contexte de courbe elliptique, à la fois pour le chiffrement et pour le déchiffrement. Et puis ensuite, ce qu'on regarde aussi, ce sont les propriétés qui sont rendues. Donc là, on passe, dans ce contexte-là, à des propriétés qui ont été prouvées mathématiquement. Donc là, typiquement, UF... Vous voyez, UF, c'est unforgeability. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable de créer un nouveau résultat de cette fonction sign-encryption avec un message différent et une signature qui conviendrait qui ferait un autre RSC, mais qui serait considéré par le récepteur comme étant valide. C'est-à-dire qu'on ne peut pas falsifier, si vous voulez, ce chiffrement, ce sign-encryption. Et donc, il y a d'autres propriétés également qui paraissent d'intérêt. Un autre volet, donc ça c'est le dernier que je vais vous présenter, c'est sur l'agrégation des données. Alors, ce sont des cours, c'est un travail qui est en cours, qui démarre même, mais je vais plutôt vous présenter la problématique, parce que c'est peut-être quelque chose que vous ne connaissez pas et qui peut avoir du sens quand on s'intéresse à la vie privée, et en particulier à l'agrégation de données. D'accord. Donc là, donc le problème, c'est la préservation de la vie privée, mais également garantir un certain niveau de sécurité dans cette agrégation. Donc le scénario classique que je vois, en tout cas, c'est on a un utilisateur qui dispose d'un équipement. Cet équipement va collecter un certain nombre d'informations, par exemple d'un wearable, pour faire soit du monitoring, soit de la collecte. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va transmettre cette information dans le cloud. Donc il peut y avoir un scénario d'urgence. Je ne sais pas, l'utilisateur, par exemple, fait une chute. Donc il y a son accéléromètre qui va détecter qu'il y a bien un mouvement de chute,
qui va être transmis ensuite donc à un centre. Ou bien ça peut être un scénario de gestion du stress. C'est-à-dire ici, on peut avoir un certain nombre de capteurs qui vont détecter que l'utilisateur est stressé. Alors, c'est un petit peu plus ce que j'ai indiqué ici. On peut très bien avoir dans une entreprise, vous voyez, chaque employé disposant d'un certain nombre de capteurs sur lui et qui accepte de participer à une expérimentation. Cette expérimentation, c'est pouvoir détecter au sein d'une entreprise qu'à un moment donné, il y a un niveau de stress qui est très élevé et qui nécessite peut-être de prévoir un certain nombre d'activités un peu plus ludiques, histoire que les gens se sentent mieux. Alors, derrière ce genre de choses, donc vous voyez, je reviens encore à ce scénario, donc chaque équipement PDA collecte un certain nombre de données issues des capteurs. Ce qu'on veut, bien sûr, c'est que le responsable ne puisse pas savoir que telle personne est particulièrement stressée. D'accord ? On ne veut pas pointer du doigt des personnes qui seraient plus sensibles, on va dire, ou qui seraient plus stressées que d'autres. On ne veut pas pouvoir individualiser les résultats des mesures. Donc ce qu'on va vouloir faire, c'est agréger ces résultats de telle sorte que la donnée ne puisse pas être reliée finalement à un utilisateur, mais ceci dit, que le responsable puisse accéder, à un calcul de moyenne par exemple. D'accord ? Donc ça, c'est toute la difficulté. Donc nous, ce qu'on envisage de faire, donc ça s'appelle du Secure Multi-Party Computing, c'est-à-dire qu'on veut faire un calcul qui va être distribué à base d'algorithmes asymétriques, et en particulier, on pense fortement au chiffrement homomorphique. D'accord ? L'idée, ce serait une idée très simple, mais sauf qu'elle ne répond pas à la propriété que je viens de mentionner. Ce serait que chaque utilisateur chiffre avec la clé publique du responsable, génère à ce moment-là un résultat chiffré, et qu'on puisse agréger, puisque là, il y a une propriété d'homomorphisme, où on puisse effectuer un certain nombre de calculs sur ces résultats chiffrés. C'est ça l'objectif de l'homomorphisme. D'accord ? Et donc, du coup, le responsable n'aurait plus qu'à déchiffrer le résultat. Donc, ça peut être un calcul d'une moyenne, par exemple, sur l'ensemble. Sauf que, bien entendu, si en sortie du PDA, vous voyez, vous récupérez le résultat chiffré avec la clé publique du responsable, bien sûr, rien n'empêche de récupérer les résultats individuels de chacun, et de les déchiffrer et de savoir quels sont les rendus de chaque PDA. Donc ça pose un problème. Donc justement, on est en train de travailler là-dessus pour essayer de trouver des réponses. Alors là, juste pour vous montrer en quoi consiste ce Secure Multi-Party Computing, eh bien, typiquement, il existe déjà des travaux, ce n'est pas une thématique récente. L'idée, par exemple, c'est si on veut faire une somme de valeurs, donc imagine, chacun dispose d'une valeur, on veut faire une somme, eh bien, ce qu'on va pouvoir faire, c'est un travail en boucle. Donc, on va définir une boucle parmi tous ces objets, finalement. Au départ, chacun va... Donc, le premier, par exemple, il va mettre sa valeur et un random. Le suivant va ajouter une valeur et un random, etc., etc. Et une fois qu'on a refait la boucle complète, on va obtenir la somme des valeurs et la somme des randoms de chacun. Et ce qu'on va faire, c'est une deuxième boucle où chacun va soustraire le random qu'il avait inclus au départ. Et bien sûr, là, vous aurez la somme des valeurs attendues. Donc, vous voyez, on peut faire ce genre de choses. C'est pas très compliqué en soi, sauf que c'est contraignant dans un environnement d'Internet des objets, par exemple. D'accord ? Il va falloir que vous créiez un groupe, il va falloir créer une boucle, que la boucle ne change pas entre la phase 1 et la phase 2, la phase où on ajoute tous les randoms et la phase où on retire tous ces randoms. Donc, d'un point de vue usage, ce n'est pas forcément le mieux. Donc, en tout cas, il y a des travaux qui existent et voilà. En plus, ce qu'on aimerait donc, comme propriété qui nous paraît intéressante, c'est qu'on ne fait pas confiance dans les nœuds, on ne fait pas confiance dans le responsable, par exemple. Donc, ce qu'on voudrait aussi, c'est prouver l'intégrité de chaque donnée, vous voyez, issue de chaque objet. On voudrait
pouvoir vérifier que l'agrégation de ces données, de ces valeurs aussi, se trouve bien intègre. Donc c'est bon. Et on veut en plus de ça avoir des, comment dire, essayer de répondre aux problèmes de performance. D'accord, on veut quelque chose qui soit applicable dans des environnements à ressources limitées. Donc voilà vers quoi on tend. Je ne dis pas qu'on va répondre à toutes les problématiques d'un coup, mais en tout cas, c'est l'orientation qu'on envisage aujourd'hui. Alors maintenant, j'en arrive au volet méthodologique. Peut-être que ça va vous intéresser. On a donc l'objectif, c'est de vérifier ou d'analyser qu'un protocole. En général, c'est plutôt un protocole cryptographique, mais des fois, ça peut être une fonction cryptographique. Ça peut être plus large que ça. Et on veut vérifier que certaines propriétés de sécurité ou de vie privée sont bien rendues par cette fonction ou ce protocole. Donc parmi, comme je vous l'ai mis ici, propriété de sécurité, c'est secrecy. Je ne sais pas, j'ai une clé symétrique. Je veux m'assurer que dans tous les échanges, parce que bien sûr la clé à un moment donné elle est utilisée, je veux m'assurer qu'il est impossible de déduire des échanges, soit monosession, soit multisession. D'accord, on est impossible de déduire la valeur de cette clé. Voilà. Donc ça, c'est le secrecy. Authentication, c'est s'assurer que personne d'autre ne pourra usurper l'identité d'un objet. D'accord, donc on veut s'assurer que la signature est bien authentique. Donc elle n'est pas forgeable par un autre utilisateur. Et puis on a d'autres propriétés comme le Perfect Forward Secrecy, qui est plus lié à la confidentialité. On a la vie privée, donc j'ai parlé tout à l'heure de l'indistinguabilité. D'accord. Et puis après, des choses plus classiques qui relèvent plutôt de la sécurité d'ailleurs, qui est l'identité. Je ne veux pas qu'elle soit divulguée. Donc en général, je ne sais pas si je parle dans les VPN comme IPsec, on a le ID Protection par exemple. Bon, donc ce sont en général, ça relève plus de la sécurité, mais en tout cas, c'est une propriété où c'est en lien très fort avec l'anonymat. D'accord ? Donc il y a plusieurs méthodes, l'analyse informelle, la vérification formelle et les preuves mathématiques. Alors l'analyse informelle, c'est souvent ce qu'on fait comme travail avec les étudiants. Premièrement, on définit les hypothèses. Est-ce que j'ai confiance dans les différents nœuds ? Vous voyez, donc tout ça, est-ce que j'ai confiance dans l'autorité ? Est-ce que mon nœud, mon matériel physique, est-ce qu'il peut être compromis physiquement, puisqu'on parle de capteurs? Est-ce qu'on va jusque-là ou on s'arrête avant? Donc tout ça, ce sont des hypothèses de départ. Parmi les hypothèses, c'est considère-t-on les algorithmes de chiffrement, les fonctions de hachage, est-ce qu'on les considère comme parfaits, c'est-à-dire robustes? Et on ne va pas plus loin, c'est-à-dire c'est une hypothèse. Ou est-ce qu'au contraire, on se dit, une fonction de hachage, il y a des risques à l'utiliser. Prenons en compte ces risques. Qu'est-ce qu'on veut? Vous voyez, ça fait partie des hypothèses de travail. En tout cas, des hypothèses pour réaliser la vérification de propriété. Ensuite, on définit un modèle de menace. C'est-à-dire, on va définir la capacité d'un adversaire. Donc l'adversaire, c'est quelqu'un qui vous veut du mal. D'accord ? Il veut essayer de trouver des fêlures, quelque part, dans votre protocole ou dans votre fonction. Et cet adversaire, il a des capacités. Quelles sont-elles? Donc encore une fois, est-ce qu'il a le droit d'accéder matériellement à votre objet? Est-ce que, je ne sais pas si je me place dans un contexte de cloud, est-ce que vous considérez le fournisseur, le prestataire du service de cloud comme étant totalement de confiance, ou au contraire, vous vous dites, il est honnête, comme c'est l'exemple que j'ai mis ici, il est honnête mais curieux, c'est-à-dire il fait son travail, mais en même temps, s'il pouvait récupérer un maximum d'informations, eh bien, il ne se gêne pas. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que je le prenne en compte aussi en tant que modèle de menace. D'accord ? Donc, ça, ce sont les modèles de menace. Un autre modèle de menace, typiquement, c'est Dolev-Yao. Alors, ça, ce n'est pas du nouveau. Dolev-Yao, c'est je travaille je veux évaluer un protocole de sécurité. Je considère que l'attaquant, il
il peut faire tout ce qu'il veut sur le lien de communication. Donc, il peut écouter autant de sessions qu'il veut. Il peut faire la modification des contenus, des messages qui sont échangés. Il peut forger et injecter un nouveau message dans le réseau. Il peut faire tout ça. C'est-à-dire que le canal de communication lui appartient. Et à partir de là, qu'est-ce qu'il est en mesure de faire? Est-ce que ça ne va pas nuire à vos propriétés de sécurité? Ça fait partie du modèle de menace. Et puis, une fois que vous avez défini ça, eh bien, il faut définir des jeux. Alors ça, c'est encore cette analyse informelle, hein, c'est ce que je mentionne. Donc, la définition de jeu, c'est quelque part, vous allez montrer une propriété de votre protocole. D'accord ? Et pour ce faire, vous allez vous placer... Donc, dans un jeu, c'est un jeu au sens... on va définir les règles du jeu. Et à un moment donné, on va lancer un défi. On va lancer un défi à l'adversaire. D'accord ? Et l'adversaire va essayer de gagner le jeu. Alors, vous avez deux phases. Phase préparatoire. Que connaît l'adversaire ? À quoi il a accès? Donc, vous allez définir tout ce qu'il connaît. Vous allez définir les actions qu'il est autorisé à faire. Est-ce qu'il peut espionner tous les liens de communication? Et bon, en général, on borne aussi le nombre de sessions qu'il est en mesure d'écouter. D'accord? Parce que bon, il est en termes de capacité, c'est des capacités, on va dire raisonnables. Hein, c'est pas d'accord. Donc on va borner tout ça. Et puis une fois que cette phase préparatoire est terminée, eh bien, on va le mettre au défi. Donc le défi, ça peut être essaye de forger une nouvelle signature. Ça peut être ça. Ça peut être, maintenant que tu as espionné un certain nombre de messages entre deux équipements, essaye de te faire passer. D'accord ? Essaye d'usurper l'identité de l'un des deux. Voilà. Donc on va le mettre au défi et normalement, donc l'analyse doit démontrer que le jeu, sous les hypothèses qu'on a choisies, avec les capacités, vous voyez, de l'adversaire, eh bien, il ne peut pas être gagné. Voilà, ça va être ça l'objectif. Alors, il ne faut pas croire que tout est beau, tout est facile et tout ça. Non, hein, c'est loin s'en faut. Ce que j'ai mis ici, hein, l'avantage, c'est que c'est simple à comprendre, c'est simple à utiliser, c'est quelque chose qui est très ouvert. Mais la difficulté, c'est qu'il faut définir le bon jeu. Donc, comment être sûr d'avoir défini le bon jeu? Des fois, on passe à côté de certaines... certains process. Et donc, la difficulté, c'est vraiment ça, c'est de pouvoir identifier un jeu qui soit pertinent par rapport à la fonction que vous avez définie. Donc là, je vous ai mis un exemple de jeu qui est Track the Tag. C'est-à-dire, phase préparatoire, l'adversaire est capable d'observer un certain nombre d'échanges entre un lecteur et un tag, entre deux tags même, T1, T2. D'accord ? Parce que là, ça relève plus de la vie privée. Donc, vous allez voir comment c'est construit. Donc, il observe ça un certain nombre de fois, borné polynomialement. Donc, ça, c'est aussi pour limiter, limiter les capacités de l'adversaire. Deuxième étape, donc là, c'est la phase défi. Le challenger sélectionne un des deux tags. Le tag interagit, enfin le tag choisi, donc TI, I étant 1 ou 2. Ce tag interagit avec le lecteur. L'adversaire écoute les échanges et ensuite il doit dire quelle est la valeur de I. Est-ce que c'est 1 ou est-ce que c'est 2? D'accord ? Et l'adversaire gagne le jeu si la valeur qu'il a choisie est correcte. D'accord ? Donc le protocole est considéré comme satisfaisant un niveau de privacy si l'adversaire ne peut pas gagner le jeu avec une probabilité plus grande que 0,5, puisqu'il a une chance sur 2 de se tromper. D'accord ? Il a une chance sur 2 de gagner aussi. Donc si on s'écarte du 0,5, ça veut dire que là, il y a un problème. Alors, bien sûr, il ne faut pas le jouer forcément qu'une seule fois, mais en tout cas, vous voyez, il y a tout un jeu de probabilités. Donc la difficulté, c'est ça, c'est définir des jeux réalistes et d'intérêt. Mais en tout cas, c'est quelque chose de très simple qui peut être fait par un niveau stagiaire, par exemple. Vous voyez, pas besoin d'avoir... voilà.
Donc c'est un premier niveau de compréhension. Ensuite, on a la vérification formelle. Donc là, ce qu'on vérifie, c'est la conception du protocole. Bien sûr, ce n'est pas l'implémentation. D'accord. Et la sécurité du protocole cryptographique, il faut bien avoir ça à l'esprit, ça relève de deux choses. Il y a la sécurité des primitives cryptographiques et la sécurité de la logique du protocole. Comment les messages sont agencés, qu'est-ce qui est chiffré, avec quoi, etc. Tout ce qui est envoyé sur le réseau, ça fait partie de ce que j'appelle la logique du protocole. C'est-à-dire le formatage et l'interprétation, comment ça a été formé. Tout ça, c'est la logique. Donc il y a deux modèles. Modèle formel. Donc la cryptographie est considérée comme une boîte noire. On ne s'y intéresse pas. On considère que c'est résistant à toute... donc il y a un gros niveau de sécurité derrière. Et puis le modèle computational, où là, on considère les deux aspects, à la fois primitive et logique. Donc on considère vraiment le tout. On n'écarte rien. Donc le modèle formel, vous avez... vous allez décrire en fait le protocole dans le modèle proposé, parce qu'en général, ça correspond à... Donc vous avez plusieurs modèles formels, vous avez la logique BAN, vous avez tout un tas de choses comme ça. Vous avez par exemple Avispa, vous avez aussi ProVerif, et donc vous allez vous placer, si vous voulez, dans cet environnement de vérification. Vous allez décrire votre protocole dans un certain langage qui vous a imposé. Là, je vous parle en fait d'outils de vérification automatisés. C'est-à-dire que vous allez programmer en quelque sorte votre protocole et ensuite le passer dans une moulinette. Cette moulinette vous est proposée par ProVerif ou Avispa, typiquement. Et bien sûr, la façon dont vous allez décrire votre protocole, vous allez parfois être obligé de supprimer un certain nombre de précisions. D'accord ? Votre protocole, il a un certain nombre de particularités, sauf que le langage de description ne vous permet pas de définir avec autant de précision votre protocole. Donc vous allez bien sûr élaguer un certain nombre de choses. Donc quelque part, vous allez dégrader la précision de votre protocole. Parfois même, le langage est tellement resserré, tellement contraint, qu'il ne vous sera pas possible, d'accord, de programmer, enfin de traduire les spécificités de votre protocole dans le langage en question. Donc le modèle de l'adversaire, bien sûr, dépend de la solution retenue. Hein. Donc là, je vous en ai mis que deux. Avispa, typiquement, c'est du Dolev Yao derrière. J'ai la main complète sur les protocoles. D'accord. Vous allez définir quel est le niveau de connaissance de l'attaquant. D'accord. Est-ce qu'il a accès à certains secrets, par exemple. Voilà, le modèle d'environnement. Et donc ensuite, que ce soit pour ProVerif ou Avispa, vous allez définir quelles sont les propriétés de sécurité que vous voulez vérifier. D'accord. Et en sortie de ces outils, vous allez avoir les attaques qui sont détectées. D'accord. Le modèle computational, il est beaucoup plus réaliste puisqu'il prend en compte cette fois-ci les vulnérabilités des primitives cryptographiques. D'accord. C'est beaucoup plus complexe parce que là, ça relève des grandes théories sur les probabilités, la théorie de la complexité. Donc c'est beaucoup plus quelque chose de beaucoup plus dur. D'accord. Il faut toujours définir le niveau de connaissance de l'adversaire, les propriétés qu'on souhaite vérifier. Et en sortie, vous aurez plus cette fois-ci la liste des attaques possibles, des probabilités que cette attaque puisse être réalisée. D'accord. Donc là, vous avez CryptoVerif qui rentre justement dans cette catégorie-là. Et les preuves mathématiques, donc c'est, si vous voulez, on se base sur des oracles. Donc il faut comprendre ça comme des fonctions mathématiques qui permettent, alors soit de remplacer une fonction cryptographique parce qu'on ne veut pas supposer les propriétés qui sont derrière, comme typiquement un oracle, ça va être une fonction de hachage. Donc, si vous voulez, on va décrire le comportement de cet oracle en disant la première fois qu'on m'interroge sur la valeur, comment dire, on me donne une entrée, je dois calculer en tant qu'oracle la fonction de hachage, le résultat de cette fonction de hachage. La première fois, je vais faire un tirage aléatoire. Et la deuxième fois, si on m'envoie en entrée la même valeur,
je vais retourner la même valeur que ce que j'aurais fourni la première fois. Vous voyez, il y a toute une histoire d'historique. Donc on va simuler quelque part ce processus de fonction de hachage, mais sans faire appel à une vraie fonction de hachage. C'est-à-dire qu'on va simuler vraiment son fonctionnement. Et parfois, on a besoin aussi de simuler des fonctions. Pendant une preuve, on a besoin, je sais pas, de permettre à un attaquant, dans la phase préparatoire, de pouvoir chiffrer avec une clé secrète qu'il ne connaît pas, mais il va demander à l'oracle de calculer un certain nombre de chiffrés de messages que lui aura décidé. Vous voyez, c'est le chosen message, attaque. Et donc, en fait, on peut définir des jeux de la même façon que tout à l'heure, mais cette fois-ci, on va calculer des probabilités ou des séquences de jeux. Vous voyez, vous avez G1 et implique G2, implique G3, c'est-à-dire qu'on peut faire évoluer un jeu parce que G3 est facilement vérifiable. On peut se dire, je vais définir comme ça une séquence. Et puis, dans un deuxième temps, je vais montrer que la probabilité de gagner le jeu G1, c'est la même que pour gagner G2, sensiblement, et c'est la même que pour gagner G3. Et comme ça, on va se dire, la probabilité qui est plus facile à calculer pour G3 de gagner le jeu, c'est la même que pour G1. Voilà tout le raisonnement qui est derrière, en fait. Ça s'appelle la séquence de jeu. Donc derrière, il y a des documents de Shoup, par exemple, qui sont assez intéressants. Donc la sortie, c'est que la probabilité que le jeu soit gagné. Et donc j'en arrive juste à la chaire. Vous présentez quand même un peu la chaire. Donc la chaire, c'est de l'Institut Mintelecom. Donc on a un certain nombre de mécènes. Donc l'Imprimerie nationale, BNP Paribas, Orange, LVMH, Dassault Systèmes, d'Everywhere. Et puis on a un partenariat aussi privilégié avec la CNIL. Et l'idée, c'est de pouvoir réfléchir aux identités numériques, réfléchir aux problématiques de vie privée sous les différentes disciplines que j'ai mentionnées tout à l'heure. Essayer de faire évoluer la réflexion sur le sujet. D'accord ? C'est un terrain qui est très, très complexe. Vous avez ici le site web de cette chaire. Et puis, on a produit aussi en 2015 un cahier. Donc, il n'a pas été encore édité et il n'est pas encore publié aujourd'hui. Mais ce qu'on veut faire, c'est prévoir un événement où chaque responsable de discipline présenterait justement certains éléments du cahier lors d'une rencontre. En fait, on a un certain nombre d'événements qui sont programmés, ça s'appelle des rencontres. En général, c'est sous forme de débat. On invite des personnalités et on vient débattre d'un sujet. Et donc là, on prévoit justement de pouvoir débattre sur ce cahier, donc de présenter en fait le contenu. Donc là, vous voyez donc 4 chercheurs. Vous avez ici l'économiste Patrick Valbroek, Télécom ParisTech, Claire Levallois-Barthes, maître de conférence en droit, et vous avez Pierre-Antoine Chardel, professeur en philosophie. Donc vous voyez, toutes ces disciplines sont vraiment représentées, il y a des personnes derrière. Et juste pour que vous ayez une idée un petit peu du contenu, vous avez donc un volet identité numérique très fort, donc la certification anonyme, typiquement dont je vous parlais tout à l'heure, c'est l'identité numérique, mais aussi la manière dont on va gérer ces attributs. D'accord, fournir des preuves anonymisées. Vous avez, ce qui vous intéresse plus sûrement, c'est les informations personnelles dans l'Internet des objets. Donc là, on regarde les aspects juridiques, les co-responsabilités juridiques et éthiques. Qu'est-ce qu'on veut pour le futur ? La traçabilité, l'anonymisation. Donc ça, c'est plutôt mon domaine. D'accord ? La gestion et la sécurité des flux automatisés, dont le cloud fait partie aussi. Donc on essaie vraiment de regarder ces problématiques. Je ne dis pas que, vous voyez, c'est super large, donc on ne fait pas tout, mais on essaie d'avoir des contributions pertinentes sur chacun des points. Voilà, j'en ai fini. Merci en tout cas. J'espère ne pas avoir été trop longue. Alors effectivement, on a un peu débordé sur l'agenda. On a quelques minutes pour quelques questions. Donc, est-ce qu'il y a des questions ? J'en ai une un peu technique là sur l'hypothèse où Charlie, qui est l'homme du milieu, peut faire n'importe quoi sur le tuyau. Oui. J'imagine qu'il doit quand même laisser une certaine bande passante, qu'il ne peut pas couper le tuyau, sinon on ne peut plus rien faire. Et puis, si Charlie fait des choses comme, par exemple, du one-time pad, c'est-à-dire il change tous les bits, j'imagine qu'il y a des artefacts qui sont plutôt temporels pour communiquer ou des choses comme ça.
Ça ressemble un peu à des théorèmes de stéganographie que j'avais vus il y a très longtemps. Comment on arrive quand même à faire passer de l'info si l'homme du milieu peut faire tout et n'importe quoi? Alors, il peut faire tout et n'importe quoi, mais s'il coupe la communication est coupée. Enfin, on n'y peut rien, là. S'il y a un déni de service, contre le déni de service, on ne peut pas grand-chose, en général. Donc, oui, il faut qu'il y ait une certaine bande passante. S'il modifie, en fait, il faut que ce soit détecté. C'est ça l'objectif du protocole, d'accord? C'est de vérifier que les informations qui sont émises d'un côté sont bien reçues telles quelles de l'autre côté. Donc ça, on garantit. Si à un moment, il y a une perte d'intégrité, le récepteur est au courant, il ne va pas traiter les messages. Ce qu'on veut, c'est pouvoir réaliser ces détections et du coup faire en sorte que le récepteur le considère comme non intègre. On ne peut pas imaginer quand même qu'il arrive à faire passer de l'information par des artefacts temporels, des choses comme ça. Moi, je faisais ça avec ma grand-mère quand elle appelait. Autrefois, il fallait payer le téléphone. Donc, quand elle faisait sonner 2 fois, on savait qu'elle allait venir. Quoi. Ah. C'est des vieux trucs. Est-ce qu'on ne peut pas rajouter une robustesse comme ça dans les protocoles qui serait liée à des... Si on a besoin vraiment de passer, quoi. C'est-à-dire quoi? Des conventions hors... Oui, qui sont plutôt temporelles, par exemple, des choses qu'on envoie 3 fois de suite ou des choses comme ça. Et ça fait passer un bit d'information, je sais pas. Ah oui. Là, effectivement, ça ne relève pas du protocole de sécurité en lui-même, en fait. Ça, c'est je dirais que c'est hors champ. Oui, c'est vraiment hors champ. C'est plutôt de la stéganographie, c'est plutôt des choses comme ça, des canaux cachés, non. En fait, toutes les vérifications ici, elles ne portent pas sur ce genre de technique. Hein. Non, ça ne porte pas là-dessus. Ouais. Donc j'avais une question sur ce que tu as présenté sur slide 10 avec la différence entre les protocoles NTRU par rapport à l'AES. Je vois bien l'impact effectivement en termes de coût, mais ce qui est étonnant, c'est que comme tu as chiffré l'énergie consommée en joules, oui, et que cette énergie elle est directe, dans l'absolu, cette énergie est directement liée également à l'impact en termes de calcul. Donc s'il y a moins de joules, c'est qu'il y a moins de calcul. Or là, c'est pas ce qu'on montre. Donc on montre que ton AES serait beaucoup plus quand même performant également en termes de calcul. Oui. Oui. Donc la question que je pose, c'est donc qu'est-ce qu'on en tire en conclusion par rapport à cela? Est-ce qu'on a plutôt intérêt à continuer avec notre AES ou est-ce qu'on voilà? Tout dépend des usages. Mais donc là, il y a une incohérence après vous? Non, il n'y a pas une incohérence. La question, c'est quelle est la conclusion? Ah, la conclusion. Pourquoi s'intéresser à NTRU si c'est moins performant, plus cher? Là, c'est le nombre d'opérations par seconde. Hein. Oui, j'ai beaucoup plus d'opérations par seconde réalisées ou à exécuter. C'est une question de cas d'usage. Encore une fois, imaginons, d'accord, je veux, par exemple, je veux remplacer le NTRU par de l'AES. À ce moment-là, si je veux que ce soit aussi performant, c'est-à-dire utilisé exactement dans les mêmes conditions, ça veut dire que j'ai une clé qui est partagée par chaque objet. D'accord ? Tous les objets qui sont dans la nature disposent de la même clé secrète. Après, on peut se poser la question, quelle est la valeur, quel est le niveau de sécurité de ce genre de solution ? La compromission d'un seul de ces objets remet en question la sécurité de tout mon système. Ça, c'est le gros problème. Si maintenant, je me dis, non, je veux personnaliser chaque capteur avec une clé symétrique différente, ça veut dire que mon serveur, il va avoir une base de données où il va avoir un identifiant correspond à une certaine clé. Et du coup, il va falloir que le capteur, au moment où il entre en communication avec le serveur, il dévoile sa vraie identité. Enfin, il y a plusieurs solutions possibles. Soit... Moi, ce que je veux ici, c'est cacher l'identité du capteur. D'accord ? C'est vraiment ça. Hein. Donc, mon identifiant, vous voyez, il se trouve ici. C'est-à-dire qu'il est chiffré, en fait. Donc, ça voudrait dire, première solution, j'utilise AES. Chaque tag dispose d'une clé secrète. Donc, il est obligé de dévoiler son identité pour que le serveur déduise quelle clé utiliser, quelle clé symétrique utiliser. Première solution. Deuxième solution, chaque tag dispose d'une clé secrète. Mais cette fois-ci, il ne dévoile pas son identité.
Donc, on va utiliser, par exemple, un aléa. J'envoie un aléa, et puis le tag, par exemple, il fait un chiffrement sur cet aléa en utilisant sa clé secrète. Ça veut dire que le serveur, de son côté, il est obligé de parcourir toute sa base de données, de prendre l'aléa fourni en clair par le tag, de le chiffrer avec chacune des clés secrètes de sa base, pour finalement voir est-ce qu'il y a un matching ou pas. Là, c'est très, très, très coûteux. D'accord ? C'est ce genre de choses. Qu'est-ce qu'on veut comme propriété, en fait ? Donc, est-ce qu'on veut vraiment de passage à l'échelle ? Et là, avec préservation d'identité, et là, c'est vrai que la cryptographie asymétrique est intéressante. Mais oui, elle a un coût. Ça, c'est clair. Mais les moins coûteuses, on voit que la cryptographie à base de courbes elliptiques. Ceci dit, il y a des propriétés quand même dans le NTRU, comme la cryptographie, elle est probabiliste. D'accord ? Donc ça veut dire qu'il faut vraiment choisir de façon très pertinente son paramétrage NTRU pour éviter justement les cas où le déchiffrement n'est pas possible. Donc c'est pas du déterministe, quoi. Tandis que les courbes elliptiques, c'est vraiment déterministe. J'avais une question concernant vos travaux sur l'intégration avec des protocoles qu'on trouve dans le monde IoT. Est-ce que vous avez essayé de regarder ce qu'on peut essayer d'intégrer vos démarches dans TSL, DTLS, dans tous les travaux qu'on voit chez IETF aujourd'hui? Vous avez ce type de démarche? Alors l'IETF, j'ai pratiqué avec IPsec, oui. Il y a quelques années. Le problème, c'est que ça prend énormément de temps, en fait. J'ai pas cette optique, pour l'instant, en tout cas, d'aller dans cette direction. Parce qu'encore une fois, oui, il y a un intérêt, c'est sûr, il y a un intérêt industriel, c'est évident. Après, en tant qu'académique, ça monopolise tellement d'énergie qu'il faut se concentrer presque que sur ça. Et je trouve c'est... Même s'il y a un intérêt fort économiquement, ça serait passé à côté d'autres travaux qui sont super intéressants aussi, quoi. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours essayer de trouver un partenariat aussi avec des industriels qui sont plus forts et qui peuvent vraiment pousser, disons qui connaissent bien le terrain de l'IETF, le fonctionnement, etc., qui puissent vraiment, ce moment-là, guider ou qui puissent pousser ce genre de solution. Enfin, moi, je suis plutôt dans cette optique. Même si la standardisation, on ne peut pas s'en passer, c'est évident. C'est évident. C'est le seul moyen, d'ailleurs, de vraiment de faire qu'une solution est largement utilisée et reconnue. Oui. Enfin, désolée, je n'ai peut-être pas répondu. Mais bon, il faut choisir, en fait. Le choix est difficile. Mais vous savez... Oui, mais vous savez, sur la NTRU, en fait, on a fait pas mal de démarches en termes d'industrialisation. En fait, on a participé à un appel qui s'appelait OMTE. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc, c'était un projet de maturation. Donc, c'était en 2012, quelque chose comme ça. Et donc, on a démarché avec Digiteo un certain nombre d'entreprises. Mais c'était compliqué, parce que c'était trop en amont, où l'usage, je ne sais pas, comment dire, vous voyez, c'est générique cette solution, elle peut être appliquée n'importe où. Le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on essayait d'aller vers un usage particulier, on dit, bah non, comment dire, il y avait déjà un standard, où c'était déjà extrêmement fermé d'un point de vue réglementaire, où il y avait déjà des solutions qui existaient, personne ne voulait en changer. Bah, c'était... pas évident. Loin de là. Mais en tout cas, ça a permis de prendre conscience d'un certain nombre de choses que, effectivement, cette maturation, c'était loin d'être simple. De trouver le marché en question, le bon secteur. En tout cas, c'était intéressant, mais ça n'a pas été productif pour le coup. Oui. J'ai pas compris à la slide 12, si vous pouviez la remettre. Donc c'est après encore alors peut-être. Encore après. Voilà. C'est celui-là. Ouais. J'ai pas compris comment le Lightway Initiator il arrivait à s'assurer
que le responder allait utiliser la bonne clé symétrique pour après générer, enfin, qui va être utilisée dans la fonction Mac. Oui. Ah, vous avez fait une analyse en direct. Pardon ? Vous avez fait une analyse en direct? Non, c'est parce que Non, vous aviez dit en fait que c'était utilisé, oui. qui se mettait d'accord. En fait, là, on prouve l'authenticité du LR. Alors, attendez, parce qu'il faut que je me remémorise, le. C'est plutôt en fait pour générer au départ la clé de chiffrement en fait. C'est-à-dire est-ce qu'elle est générée, est-ce qu'elle est déjà, enfin, est-ce qu'elle. Celle-ci là? En fait, Non. tout en haut, au début. Oui. Là, je vois qu'ils utilisent directement une fonction de hachage. Vous voyez ? Oui. Et cette fonction de hachage, c'est une hashMac, donc il y a une partie avec une clé. D'accord ? Et cette clé-là, elle sort d'où en fait ? En fait, la clé, c'est l'identifiant temporaire du capteur. Qui est récupéré comment par l'initiateur ? Elle est récupérée dans la liste, en fait. Ah. Vous voyez ? Et ça, c'est calculé, c'est-à-dire le IDI, c'est l'identifiant d'un des capteurs. Et en fait, on va créer un identifiant temporaire en calculant un hashMac, en prenant finalement comme clé secrète dans ce calcul l'identifiant du capteur, et en prenant le T0, donc la date de début de validité de la fenêtre, enfin, la date de début de validité du token. D'accord ? Ce token, c'est l'ensemble de ces informations-là qui sont fournies au PDA. Et l'identifiant, c'est quoi alors ? L'identifiant, c'est un identifiant de capteur. C'est-à-dire, il sort d'usine, il a un identifiant. Ou ça peut être l'identifiant tel que mémorisé par le serveur. Ça enregistre en dur dans le capteur, par exemple. En dehors ? En dur dans le capteur. En dur dans le capteur, oui. C'est-à-dire que si moi j'en ai un... Ça peut être ça, ou ça peut être un identifiant logique. Je ne sais pas, derrière, vous voyez, il y a une entreprise derrière qui a un besoin de gérer tous ces containers. Elle peut très bien avoir son propre identifiant logique parce qu'elle a encodé d'une certaine manière l'identification de ses capteurs. Ça peut être ça aussi. D'accord ? Enfin, c'est au sens large, un identifiant. Donc il y a une unicité d'un identifiant par capteur. Voilà, c'est ça la propriété de base. C'est une démarche un petit peu à la Kerberos. Oui. Quand je regarde ça, je vois bien la ressemblance de... Mais ce qui se passe, vous voyez, c'est que vous avez une personnalisation de ce PDA pour accéder à un ensemble de capteurs déterminés. Et donc, il va récupérer ces informations, et ce sont ces informations-là qui vont lui servir, en quelque sorte, à vérifier que ce qui est fourni par le capteur est correct. Donc, c'est comme ça qu'il va l'authentifier. Mais est-ce qu'on peut le faire évoluer dans le temps pour faire, par exemple, de la réauthentification ou du suivi de l'objet dans ses conteneurs, etc. Par exemple, quand il a traversé un port, on va changer. Est-ce qu'on peut faire évoluer dans le temps les choses ? Alors, ça dépend quelle partie. L'identifiant du capteur, non. Mais les clés, par exemple, qui sont initialisées dans le capteur, bien sûr, on a prévu une certaine maintenance. Donc, en fait, ce que je n'ai pas dit non plus, c'est que le capteur communique régulièrement avec le serveur. Et au cours de cette communication, on peut mettre à jour l'une des clés. Alors, que je ne dise pas de bêtises. Vous voyez, vous avez une clé cassée. Ben voilà, c'est la clé cassée, c'est la clé qui est partagée. Parce qu'au début, il s'appelait client, en fait, le lightweight responder. Donc, cette clé cassée, c'est ce qui est partagé avec le serveur. Donc, chaque capteur dispose d'une clé partagée avec le serveur. Et il me semble que dans cette solution, c'était d'ailleurs une clé de groupe. C'est-à-dire, en fait, géographiquement, il y a un ensemble de capteurs à un endroit. Et pour éviter d'alourdir trop le processus, on s'était dit on va définir des zones géographiques et chaque groupe de capteurs disposera de la même clé dans cette zone. Rapidement, oui. J'avais une autre question, je crois que c'est sur la slide 15. Ouais, oui. C'est ça. Au niveau du forward secrecy, moi je connais dans le principe traditionnel qui passe par un nouvel échange Diffie-Hellman, classiquement.
Comment ça se passe dans ces autres protocoles? Comment vous arrivez à faire du forward? Parce que vous dites que ça a la propriété du forward secrecy, par exemple. Et comment, est-ce que c'est facilement, est-ce que vous pouvez le dire simplement, ou c'est compliqué pour avoir cette propriété-là ou pas? Forward secrecy. Principalement, alors, forward secrecy or insider confidentiality. En fait, c'est associé à la propriété qui est, on considère que l'insider confidentiality, ça veut dire aussi que l'une des entités en communication peut très bien servir à attaquer le système. Donc c'était ça. Après, ça demanderait de pousser plus loin la réponse, ça c'est sûr. Même sens que PFS dans les techniques traditionnelles comme TLS. Perfect forward secrecy. Ça a le même sens. Sauf que là, il faut considérer, comme je vous disais, c'est inside, c'est-à-dire que c'est une attaque qui, comme on dit, insider, donc c'est l'une des deux entités en communication qui peut monter une attaque. Donc l'idée, c'est est-ce qu'il est capable de faire du forward secrecy dans ces conditions-là ou pas? C'est uniquement dans ces conditions-là. Dans ces conditions-là. C'est pas pouvoir remonter dans le passé. Souvent, quand on passe une clé, on dit si on n'a pas la propriété, on peut retourner. Il y a le backward secrecy et le forward secrecy. On a tout enregistré et on peut pouvoir... Oui, oui. En gros, est-ce que ça apporte la propriété du fait que si on a enregistré des échanges, Oui. on récupère la clé maîtresse, s'il y avait une clé maîtresse, etc., est-ce qu'on peut, à partir de là, déchiffrer les échanges ou pas? Ou alors est-ce qu'on garde la propriété parce qu'il y a un nouvel échange comme il y aurait eu traditionnellement? C'était juste, c'est pas grave. L'idée, c'est que tout est toujours protégé par des nombres aléatoires. Vous voyez, il y a un tirage ici. Ça veut dire que c'est un tirage aléatoire. Il est propre à cette session-là. D'accord? Ça crée l'indépendance des sessions. Et alors là, l'idée, ce n'était pas d'anonymiser, de faire de unlinkability, c'était hors champ. Mais souvent, dans un protocole en tout cas, on a intérêt à ce qu'il y ait les deux parties qui introduisent de l'aléa dans leurs échanges. Histoire que tout ne repose pas, vous voyez, toute la sécurité, la personnalisation de la session ne repose pas que sur l'une des parties. C'est-à-dire s'il y en a une qui est défaillante dans son générateur de nombres aléatoires, qui est l'autre qui puisse fournir, ou il y en a un qui est plutôt malveillant, donc qui est pour, je sais pas, pour que les gens soient tracés, et bien qui est l'autre qui vienne et qui apporte un aléa plus robuste. Je sais, voilà. Moi, j'avais une question à propos de l'expression des protocoles dans un modèle formel. Vous avez dit qu'il y avait certaines restrictions. Est-ce que vous avez en tête des exemples de restrictions, de choses qui sont difficiles à exprimer dans les outils dont vous avez parlé, Avispa et Proverif? Est-ce que vous pouvez répéter la question? Pardon. Il me semble que vous avez dit, mais j'ai peut-être mal compris, que lors de l'expression de ces protocoles dans un modèle formel, il y avait certaines choses que vous n'arriviez pas à exprimer. Ah oui. Et je me demandais si vous aviez en tête des exemples de choses que vous n'arriviez pas à exprimer. Tout à fait, c'est du vécu. Typiquement, avec Avispa, on a essayé de... Alors c'est vrai que c'est un protocole qui est très simple. Grosso modo, enfin pas un protocole, une méthode qui est très simple et qui se base sur des échanges assez classiques, genre je peux chiffrer avec une clé publique, je peux chiffrer avec une clé privée, mais il ne faut pas essayer de faire des relations particulières entre un identifiant et une clé, par exemple. Donc nous, ce qu'on avait essayé de faire, c'était de tester, enfin de vérifier qu'un protocole qui se basait sur l'ID-based, donc je ne sais pas si vous connaissez l'ID-based, mais c'est à partir de l'identifiant, je suis capable de calculer une clé publique. D'accord ? Je ne pouvais pas rentrer cette relation avec Avispa. Si bien que je perdais une partie
Vous voyez, une partie de l'intérêt de ma solution. Je n'étais pas capable de la modéliser, celle-ci. Et pourtant, ça avait du sens. Dans la sécurité que je voulais amener, ça avait du sens. Parce que ça me permettait de ne pas avoir affaire à des certificats électroniques et de remplacer finalement ce lien fort entre identifiant et clé publique par cette relation avec DBS. Par contre, ProVerif nous a permis de faire ce genre de choses parce qu'il allait plus loin dans le concept. Typiquement, c'est ça. C'est vrai qu'Avispa, l'avantage, c'est que c'est super simple d'utilisation. On peut tester un certain nombre de choses, mais dès que ça devient très spécifique, là, on ne peut pas le pousser plus loin que ça, quoi. C'est ça. Alors, j'ai une petite question pour terminer. Oui. Parce que j'ai vu que vous travaillez dans des équipes multidisciplinaires. Oui. Alors, en fait, suite aux événements de Paris au mois de novembre, on a vu pas mal de politiques s'exprimer dans la presse disant que justement la sécurité pouvait poser des problèmes de surveillance et qu'on ne pouvait pas prévoir en fait effectivement des attaques ou des menaces. Et donc, il va y avoir justement la question de la sécurité qui va se poser différemment. Est-ce que c'est des choses que vous discutez ou pas? Alors, la sécurité, effectivement, c'est pas quelque chose qui va franchement de pair avec la vie privée. D'accord? En général, c'est une longue bataille, en fait. Libertés individuelles, donc ça, c'est notre vie privée. Mais en même temps, d'un autre côté, on a la sécurité nationale. Qu'est-ce qu'on fait entre les deux, quoi? Et souvent, c'est un débat sans fin qui se règle en termes de loi, finalement. D'accord? La loi du renseignement, donc on a vu en 2014. Donc, en fait, il y a un équilibre à trouver. Je dirais que c'est plutôt ça. La difficulté, c'est de trouver le bon équilibre. Alors, c'est vrai qu'avant les attentats de novembre, la sécurité, ce n'était pas franchement la préoccupation principale des citoyens. Et on s'est rendu compte qu'après novembre, ça devenait vraiment quelque chose de crucial. C'est-à-dire qu'il y a des priorités. La priorité, c'était la sécurité, en fait. Donc, c'était la semaine qui suivait, hein, tout simplement. Donc, souvent, on met en opposition, oui, enfin, et c'est... Ce que je dis, c'est que la sécurité des réseaux peut porter préjudice à la sécurité tout court. La sécurité des réseaux. Oui, oui, effectivement, il y a des gens qui... Le fait de chiffrer des communications. Chiffrer des communications, voilà. Et que effectivement, la frontière entre vie privée et vie publique, on ne sait pas trop bien où elle se place quand il s'agit des intérêts publics, enfin de l'État, de la sécurité des gens, des citoyens. Bah, de toute façon, tout ce qui est en matière de chiffrement, c'est réglementé. On ne peut pas faire n'importe quoi. Hein. D'accord ? Il faut bien avoir ça à l'esprit. C'est qu'il y a un certain nombre de législations, il y a des règles à suivre. Donc l'ANSSI, par exemple... Mais c'est ce qui est remis en question. Il y a des politiques qui s'expriment dans le sens où il faudrait moins de sécurité des réseaux. Oui, mais c'est pas si évident. Enfin... Non, parce que, il disait que les clés de cryptage trop compliquées, il voulait les interdire. Ça s'est vu. Enfin, c'est des politiques, je trouvais. Ouais. Oui, mais c'est des... Enfin, on n'est pas là pour faire de la politique, hein, mais... Enfin, moi, en tout cas, je ne suis pas là pour ça. Ça peut avoir des implications, justement... Par contre, ce qu'il faut faire attention, quand même, c'est... Le chiffrement des communications a un intérêt très fort. D'accord ? L'espionnage industriel, c'est quand même un gros problème aujourd'hui. Donc, si on veut apporter des réponses à nos industriels pour leur permettre d'utiliser une nouvelle technologie en étant garant de leur sécurité, de leurs échanges, la sécurité, leurs secrets industriels, il faut mettre en place ce genre de solution. Donc de ce côté-là, il y a un besoin réel, économique fort, quoi. Et sur ce que vous apportez comme élément de réponse, en fait, c'est beaucoup des aspects méthodaux. Non, pas forcément. Est-ce qu'il n'y a pas aussi des aspects infrastructures ? On est sur le même Internet depuis 30 ans à peu près. Est-ce que justement, il n'y a pas un nouvel Internet à définir avec des infrastructures différentes ? Est-ce que ce n'est pas
juste, est-ce que c'est pas plus qu'un problème méthodo et de cryptage? Un nouvel Internet, il y en a qui réfléchissent, hein, à un IPv7. Donc, pourquoi pas? Mais est-ce que ça... C'est-à-dire qu'en fait, l'Internet, au départ, a vraiment été conçu pour faire de... Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'au début, c'était pour vraiment permettre à une communauté de pouvoir faire des échanges sur un réseau de façon libre. C'était ça, le départ. Enfin, pas le tout départ, parce qu'au départ, c'était vraiment... militaire, c'était axé là-dessus. Mais après, ça a évolué vers justement la possibilité d'avoir des échanges libres sur un réseau international. Et seulement après, a commencé à se poser la question de la sécurité. Donc maintenant, c'est vrai que l'idée de pousser un IPv7, ce serait de se dire, eh bien, essayons de réfléchir à une sécurité qui serait en dur, conçue, réfléchie au départ dans cette nouvelle solution IPv7, ou IPv8, ou tout ce que vous voulez, d'accord, peu importe, pour que justement la sécurité soit vraiment au cœur du système et non pas un petit bricolage qu'on rajoute à la fin parce qu'on se rend compte qu'il y a un certain nombre de problèmes, comme c'est souvent le cas. Hein. C'est en situation de crise qu'on commence à bouger. Internet, c'était un petit peu ça. On a essayé de concevoir des solutions pour mettre des rustines et essayer de combler les manques. Donc c'est ça. Et la vie privée, c'est pareil. De plus en plus, ce qu'on met en avant, c'est la privacy by design. C'est-à-dire comment la mettre en place dès le début et non pas à la fin sous forme d'un bricolage pour se sentir bien ou éthiquement correct. On rajoute un petit bout de privacy. Donc là, c'est vrai que je ne sais pas si les mentalités changeront, mais en tout cas, c'est une volonté aujourd'hui. Même au niveau européen, on voit pas mal de choses qui évoluent en ce sens. Merci pour votre présentation. Merci de m'avoir invité.